Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Et pour la 4e soirée, retrouvons Faiza Guène avec son livre paru en 2014, « Un homme, ça ne pleure pas », publié chez Fayard. Nous avons vu donc que c'était une histoire racontée par Mourad, le fils d'une famille émigrée en France, à Nice. Il est le frère de 2 sœurs, dont l'aînée a connu plutôt un destin de jeune femme émancipée, féministe, élue à la mairie, mais sur une liste de droite. Et de Mina, l'autre sœur cadette, qui, elle, n'a jamais posé de problème et a été gentille toute sa vie à la maison comme à l'école. Et puis Mourad qui se pose des tas de questions. Et on en était au moment où le papa a fait un AVC, il est à l'hôpital, Mourad est muté, il vient d'avoir son CAPES, il est recruté donc, et il va aller vivre et travailler à Montreuil, à Paris. Et on s'était arrêté au milieu d'une évocation d'un oncle, l'oncle Aziz, et sa femme à qui il manquait un morceau. Prête-moi ta plume. À la ferme de Aziz, les garçons couraient dans les champs en poussant une vieille roue de vélo à l'aide d'une branche d'arbre. Ils fabriquaient des petits moulins à vent, avec le plastique coloré des poches de lait écrémé. Ils montaient dans les arbres et sifflaient les chiens errants. Les petites filles avaient des rubans dans les cheveux ou des fichus de couleurs vives, dont on voyait parfois dépasser une longue et large tresse brune. Je me souviens aussi de ce vieillard malvoyant qui faisait sa sieste quotidienne à l'ombre d'un amandier, son corps osseux couché sur un sac de blé vide, le visage protégé par la grande capuche de sa djellaba. J'ai pensé qu'il devait être mort depuis tout ce temps. Il y avait des lapins entassés dans des cages. Il y avait aussi des bœufs, des moutons, des chèvres et quelques mules tristes attachés à des troncs. J'ai immédiatement reconnu l'endroit pour y être allé souvent avec ma famille, mais à l'époque de cette photo, je n'étais encore qu'un bébé joufflu dans les bras du padre. Mes 2 sœurs étaient habillées strictement de la même manière. Ma mère les traitait comme des jumelles malgré leur différence d'âge. Parfois, Dounia, pour se démarquer, se mettait à découdre les dentelles de son col ou à déchirer les rubans de sa robe. Lorsqu'elle s'en apercevait, ma mère se mettait dans tous ses états. Elle hurlait, sa voix aiguë allait se cogner au plafond, puis finissait par retomber sur la tête de Dounia comme une boule de pétanque. Toutes ces phrases commençaient par « Regarde ta sœur, elle !» Un jour, Dounia avait attrapé un crapaud énorme trouvé au bord de l'Oued. Sans aucune raison, elle l'avait lancé sur Mina qui jonglait avec des noix dans la cour. À cause de cette histoire, Dounia s'était vue administrer une trempe rare et on l'avait surnommée Es-Sahara, la sorcière. Pendant un certain temps, ma mère l'avait tenue à l'écart de Mina et l'envoyait se coucher sans dîner. Les gens disaient d'elle « Elle est si jalouse qu'elle finira par lui faire du mal. » Une année, toute la famille était à Alger à l'occasion des fiançailles de Esma, la plus jeune des sœurs de ma mère. Dans la salle, les femmes portaient de tenues clinquantes et des bijoux. Elles riaient fort et s'éventaient avec des assiettes en carton.
Comme chaque été, un genre de robe ou de tissu était à la mode et va savoir pourquoi. Ce tissu portait le nom d'une série télévisée ou d'un de ses personnages. Cette année-là, c'était Dynastie. L'été suivant, ce serait autour de côte ouest. Je me souviens même d'un tissu qu'on avait appelé Boudiaf, du nom d'un président algérien assassiné. À chacun sa manière de s'approprier les événements du monde. Au centre de la pièce, ma tante était assise sur une chaise recouverte d'un tissu doré et d'un large ruban. À ses côtés, de part et d'autre, 2 petites filles, habillées dans des robes vert amande en satin. Comme le veut la tradition, chacune d'elles devait tenir une grande bougie, tandis qu'on mettait le hanné à la future mariée. Et on leur avait dit de ne surtout pas la laisser s'éteindre, c'était pour elle comme une mission de la plus haute importance qu'il fallait accomplir avec sérieux. Tout le monde admirait les fillettes, qu'on avait vêtues avec tant de soin, dans de beaux habits achetés en France, fabriqués en Chine, certes, mais ça, personne n'était supposé le savoir. Mes sœurs ressemblaient à 2 petites poupées. Dans l'agitation de la fête, personne n'a remarqué Dounia qui mettait le feu aux cheveux de Mina avec sa grande bougie de fiançailles. La belle-mère de ma tante Asma a dit alors en arabe « Il y a une odeur de bouzlov. » Bouzlov, c'est la tête de mouton qu'on grille sur le feu, si bien que tous les poils carbonisent, qu'on les gratte ensuite avec la lame d'un couteau avant de faire bouillir la viande, puis revenir en ragoût avec des pois chiches. Ma partie préférée était la cervelle. Je croyais que ça rendait intelligent jusqu'à ce qu'un jour l'un de mes cousins me dise « À force de manger du cerveau de mouton, tu deviendras aussi con qu'un mouton. Et quand tu retourneras en France, on te mettra en prison parce que tu te promèneras en laissant tomber derrière toi des millions de petites crottes noires. » J'ai aussitôt arrêté d'en manger. Ma mère était folle de rage. Elle a arraché la bougie des mains de Dounia pendant que des jeunes filles éteignaient les flammes dans la touffe de Mina, qui était devenue rouge, écarlate et sanglotante. La mariée était restée de marbre, comme toutes les mariées que j'ai eu l'occasion de voir en Algérie. Quelques femmes chuchotaient entre elles. « Qu'ils sont mal élevés, ces enfants d'immigrés !» Dounia eut droit à une sévère correction dans la cour de la maison, si sévère qu'elle s'était pissée dessus. Ma mère s'était défoulée sur elle à cause de la honte, sans doute. On entendait les sandales en plastique claquer sur la peau de ma sœur. Ça résonnait dans le couloir. Quelques minutes après, avec son air étrange, Dounia était revenue dans la pièce principale et s'était remise à danser comme si de rien n'était. Simplement, ses jambes ruisselaient d'urine. Une vieille femme un peu bossue l'avait tirée hors de la salle par la manche bouffante de sa jolie robe de princesse, devenue humide. Elle l'avait poussée à l'extérieur en lui disant « Va te laver et change-toi, tu es immonde !» Après cet épisode, ma mère, la mort dans l'âme, dut couper les cheveux de Mina. Pendant des mois, ma sœur apportait un affreux carré, court sur la nuque, avec ses cheveux secs et frisés qui montaient au ciel. Après le départ de Dounia, ma mère, qui avait longtemps cherché à masquer son chagrin, disait « Elle est folle de toute façon. Je n'arrive pas à croire qu'elle est sortie de mon ventre. » Tu te souviens, Mina? Elle a essayé de te brûler vive au mariage de ta tante Esma. Ou alors? Je savais que je ne pouvais pas faire confiance à une fille qui envoie un crapaud à la figure de sa sœur. J'ai rangé la photo dans la poche de ma veste.
et j'ai repris la route de la maison dans la R11 Turbo en me disant « C'est fou, comme un souvenir doit varier d'une personne à une autre. » Prête-moi ta plume. Chapitre 10. Le départ. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. J'étais allé rendre une dernière visite au padre avant le grand départ. Son AVC l'avait tellement secoué. Je n'étais même pas certain qu'il se souvienne de cette histoire de mutation à Paris. Quand je lui en avais parlé, il s'était contenté de hocher la tête en faisant la moue avec sa lèvre inférieure. Comme chaque fois que je cherchais le médecin dans les couloirs du service, et tandis que mes baskets cuinaient sur le sol tout juste lustré, je m'interrogeais encore. Est-ce qu'il existe dans les facultés de médecine un cours magistral donné par un éminent professeur sur l'art d'esquiver les familles des patients? Parce que je trouve qu'ils font ça de façon impeccable. J'ai fini par retrouver le docteur Rattrape-moi si tu peux et par avoir avec lui une discussion en marchant. Vous savez, avec votre papa, on va essayer d'aller au maximum de ses possibilités, au mieux du possible. Son expression m'avait frappé. Au mieux du possible. J'ai trouvé qu'elle ressemblait au titre d'un potentiel prix Goncourt. Il faut bien comprendre qu'à son âge, il y a peu de chances qu'il récupère une autonomie complète. C'est assez peu probable qu'il retrouve les mêmes capacités qu'avant. En tout cas, il fait des progrès. Ils sont légers, mais c'est encourageant. Je n'ai retenu qu'un mot. Encourageant. Je savais que je ne serais pas de retour avant le mois de novembre. Le padre m'avait donné quelques conseils. Mange correctement. Fais tes prières. Ne te fais pas trop d'amis. 1, 2, ça suffit. Et téléphone à ta mère. À quelques mots près, il m'avait dit la même chose, après avoir finalement accepté de me laisser partir en classe de neige en Savoie. Ils ont été obligés de céder devant l'insistance de mon instituteur, M. Mounier. Madame Chenoun, si Mourad ne vient pas avec nous, ce sera le seul de toutes les classes de CM2 à rester à Nice. Il passera 3 semaines à s'ennuyer dans une section de CM1. Et à notre retour, ce sera pire. Ses camarades partageront cette expérience sans lui. Il se sentira exclu. Vous savez, monsieur le maître, ça arrive à tout le monde de se sentir exclu dans la vie. Il faut bien que ça commence un jour. Ça lui donnera du caractère. Si vous êtes inquiet pour sa sécurité, je peux le comprendre. Je suis papa de 3 enfants, mais on ne peut pas les garder enfermés toute la vie. Ils doivent grandir et s'épanouir sans nous. L'équipe veillera à ce que tout aille bien. Je vous donne ma parole. Et l'accident de car dans le tunnel au mois de novembre. Des enfants de 8 ans. Vous avez vu ça à la télévision? Tous morts. Ils allaient à la montagne eux aussi. Leur instituteur a peut-être donné sa parole à tous les parents. Des accidents peuvent arriver partout, Madame Chenoun. Votre fils peut tomber et se blesser juste là, dans votre jardin. Le jardin, on le rangera bientôt. Hein, Abdelkader? Mon mari va débarrasser toutes ses ferrailles. Il y aura moins de risques s'il ne reste que de l'herbe et des fleurs. En plus, ça n'existe pas, une avalanche dans le jardin d'un pavillon. Je ne veux pas que mon fils tombe dans un ravin. Il n'a jamais fait de ski. Comme la plupart des enfants de ma classe. Ah, vous savez, chez nous, on se fiche de la neige. Les gens y skient pas en Algérie. Justement, Mourad a la chance de vivre en France et il pourra apprendre. Hein? La chance de vivre en France. Oui, c'est ça. Mon œil. Pff. Elle avait dit ça avec à la balance au moins 10 kilos d'ironie et gardé la monnaie, Monsieur Mounier.
Le padre n'avait pas apprécié et lui avait fait des gros yeux avant de marmonner en arabe. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi entêté. En effet, ma mère n'était pas en reste quand il s'agissait de répartie. Mais mon instituteur savait qu'il l'aurait à l'usure. Quant au padre, il était resté silencieux, il réfléchissait. Une veine apparaissait sous la peau de son front, signe que ça bouillonnait à l'intérieur. Il avait mis un costume et une cravate pour recevoir le maître, et bien sûr avait accroché à la poche de sa veste ses inséparables stylo-bic. Il l'avait fait entrer dans la maison en lui disant « Monsieur, vous faites un très beau métier. » Je me souviens que j'observais la scène à travers le rideau de la chambre des filles qui donnait sur le salon. J'étais anxieux, j'avais les mains moites. De toute façon, Mourad n'a pas envie de partir. Il a besoin de ses petites habitudes. Je sais qu'il sera malheureux là-bas. Et si on lui posait la question, Madame Chenoun? J'ai serré les poings très fort. Mes ongles se sont enfoncés dans la peau, mais ça a laissé des traces. Le padre m'a appelé, m'a demandé de m'asseoir sur une chaise. Comme chaque fois que nous recevions quelqu'un, c'est-à-dire pas souvent, ma mère avait fait du thé à la menthe. Elle avait mis de jolis napperons et disposé sur la table quelques coupelles, pleines d'amandes, de pistaches, de cacahuètes et de biscuits apéritifs. J'ai eu envie de saisir une grosse poignée et de les mâcher bruyamment pour échapper au moment qui allait suivre. Dis-nous, Mourad, toi, qu'en penses-tu? Tu as plutôt envie d'accompagner la classe pour ce séjour à la montagne, ou tu préfères rester à la maison et passer 2 semaines avec Madame Bisset et ses CM1? Je ne sais pas. Mon fils, tu préfères aller là-bas dans le froid et peut-être tomber et te retrouver mort dans une avalanche, ou rester avec nous et maman, elle t'achète la console vidéo que tu veux. Faire ouvertement un tel chantage à un enfant ne gênait absolument pas ma mère. Je sais pas. Les deux. Comment ça, les deux? Tu peux pas te multiplier. Il faut choisir, mon fils. Je cherchais du secours dans le regard du padre. Il a dû lire de la détresse dans le mien. Ça suffit, il va y aller. Comment ça, il va y aller? Oui, il va y aller. Il est grand maintenant. Il doit apprendre à se débrouiller. Le maître a raison. Tu ne seras pas toujours près de lui pour souffler dans son verre de lait chaud ou lui couper son morceau de beefsteak. Mon père a toujours été pragmatique. Il se tait, puis il parle. Et pour moi, ce jour-là, sa parole a été une libération. C'est vrai, Mourad, que tu veux y aller? Oui, maman. J'ai envie d'y aller. J'avais répondu sans la regarder. Je jouais avec le napperon à cause de la nervosité. Elle s'est levée d'un bond en disant « Je vais me chercher un verre d'eau. Vite, un verre d'eau. Mon pauvre cœur va s'arrêter. Non. » Après ça, elle a eu une poignée de main froide avec M. Mounier. Elle le considérait désormais comme un arracheur d'enfants. Pendant plusieurs jours, elle nous a tiré une tête de 10 mètres de long au padre et à moi. Elle se sentait trahie. Quelques semaines plus tard, je l'ai vue fondre en larmes en préparant ma valise. Le jour du départ, c'est le padre qui m'a emmenée devant l'école. Il avait obligé ma mère à rester à la maison. Je crois qu'il voulait éviter le scandale. Elle était capable de s'accrocher à l'arrière du car sur plusieurs mètres en criant « Rendez-moi mon bébé !» Tandis que M. Mounier comptait les enfants, le padre m'a embrassé et il m'a dit « Sois prudent, mange correctement, fais tes prières, ne te fais pas trop d'amis. 1 ou 2, ça suffit, et téléphone à ta mère. » J'ai quitté l'hôpital le cœur serré.
Une petite voix mesquine m'a soufflé. Imagine que ce soit la dernière fois que tu le vois. Je l'ai chassé de mon esprit immédiatement. Je suis rentrée à la maison, le pas lourd, avec l'image d'un père que j'avais le sentiment d'abandonner. Ma mère avait repassé mes affaires, les avait pliées et rangées dans la valise. La même qui m'avait servi en CM2. Elle avait aussi cuisiné un tas de choses qu'elle avait emballées dans du papier aluminium pour le voyage. De la nourriture, beaucoup de nourriture, comme toujours. Maman, je ne fais pas Nice Paris à dos de chameau. Je n'ai pas besoin de tout ça, tu sais. Tu as fait à manger pour un régiment. Pardonne-moi, mon Dieu, mais pourquoi j'ai des enfants aussi ingrats? Mourad, tu vas me tuer. Tu peux pas te contenter de dire merci. Merci, maman. Je me suis donné du mal. Je sais, maman. Désolée. Merci beaucoup. Quand même, un peu de reconnaissance. On se casse le dos et puis on récolte quoi? Des critiques. Merci, maman. Tu es la meilleure mère qu'on puisse rêver. Là, tu te moques, hein? Arrête de te moquer. Je l'ai embrassée sur le front et elle a lâché un sourire. Son sens du sacrifice me pèse, mais il m'épate. Ensuite, elle a fondu en larmes, de nouveau. Mina l'a prise dans ses bras en riant. « Allez, maman, courage. Ton fils a grandi. C'est un homme maintenant, c'est plus un bébé. » Tu rigoles parce que tu ne comprends pas ce que je ressens. Mais si, j'ai des enfants aussi, bien sûr que je comprends. C'est pas pareil. Seigneur, El Kebda, El Kebda. El Kebda, littéralement, c'est le foie, l'organe. Symboliquement, ça représente l'attachement d'une mère à ses enfants. On dit bien le fruit de ses entrailles. Le foie de ma mère, j'imagine qu'il est tendre et saignant. J'ai bien peur de ne jamais réussir à aimer autant qu'elle. Allah nous a ordonné d'honorer les parents, et la mère en particulier. Tu vois mon pied? Là-dessous, il y a le paradis pour toi. C'est une promesse de Dieu. Le paradis. Il fallait au moins ça pour traverser ce bas monde avec un peu d'espoir. Les promesses de Dieu sont bien les seules auxquelles je crois. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Chapitre 11. Paris. Prête-moi ta plume. C'était la première fois que je prenais l'avion pour une autre destination qu'Alger. Pourtant, je me sentais blasée. Il y a sans doute tellement de gens qui auraient été fous de joie d'être assis à ma place, la 12A, côté Hublot, en partance pour la plus belle ville du monde. Alors que je croquais dans une brique au thon, préparée avec amour par une mère dévouée, j'étais simplement heureux de ne pas avoir acheté le club sandwich crudité à 5,90 €. Dans les compagnies low cost, à part le billet, tout est hors de prix. J'essayais de me relaxer tandis qu'un steward, longiligne, faisait la démonstration des consignes de sécurité. Dans sa tête, c'était Broadway ou quelque chose du genre. Il prenait son rôle très à cœur. J'ai trouvé qu'il tirait sur les languettes du gilet de sauvetage avec beaucoup trop d'élégance, surtout si on a en tête que ces consignes ne s'appliquent qu'en cas de crash imminent. Je vois mal des passagers affolés, à deux doigts de s'écraser dans un champ de maïs, enfiler leur gilet de survie avec une telle classe. De toute façon, personne n'écoute jamais leurs recommandations. Assise à ma droite, côté couloir, il y avait une toute jeune femme, à peine 20 ans, un siège vide entre nous. Juste avant le décollage, elle m'avait dit « Excuse-moi, vu qu'il n'y a personne au milieu, je peux poser ma veste et mon sac à main, s'il te plaît?
Ça te dérange pas? Je n'y voyais aucun inconvénient. Enfin, pas encore. Elle mâchait bruyamment un chewing-gum et en faisait de larges bulles qu'elle finissait par crever avec le bout de la langue. Elle était très apprêtée, des strass, un rouge vif sur les ongles et la bouche, une blondeur exagérée, des dentelles, des frou-rouges. Je n'ai pas dit vulgaire. Pas encore. Alors que j'avais décidé de relire Les raisins de la colère, la jeune fille tentait une conversation. Et je n'aime pas tellement être interrompue dans une lecture. Ça parle de quoi? Ça raconte l'exil d'une famille aux États-Unis dans les années 30. Ah ouais? Moi j'aime bien lire aussi. Mais je suis plutôt magazine. Je suis abonnée à presque tout. Voici, Oups, Closer, Public, Choc, Entrevue. J'aime bien m'informer. Toi? T'es pas bavarde, je suis sûre. Tu veux un chewing-gum? Non, merci. C'est gentil. Je vais être franche. Mais tu devrais en prendre un, ça sent le thon par ici. Ah, désolée. Tiens, ils sont sans sucre. Merci. Tu vas faire quoi sur Paris? Je vais travailler. Dans quoi? Je suis prof stagiaire. On m'a muté là-bas pour ma première année. Prof de français, je parie. Exactement. C'était pas difficile à deviner avec un bouquin entre les mains. Ah, moi, les études, c'est pas mon truc. Pas son truc, elle a dit. Est-ce que ça m'étonne beaucoup? Ça va, détends-toi, t'es tout crispé, là, je suis pas en train de te draguer. T'es pas mon genre. J'aime pas tellement les intellos, ils m'ennuient. Et les mecs enrobés non plus. Enrobé? Moi? Je suis presque vexé, mais trop bien élevé pour me replonger dans ma lecture et ignorer cette idiote peroxydée. Ah bon, ok, très bien. Et qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Tu vas jamais le croire, mais t'es peut-être assis à côté d'une future star. Figure-toi que j'ai passé le casting de Trahison saison 5. Et ils m'ont rappelé. Je suis surexcitée. Passer à la télé, être connue, tout ça, c'était mon rêve. Sans vouloir juger, certaines personnes ont des rêves vraiment très petits. Si petits qu'ils doivent les regarder au microscope, hein. La première de l'émission, c'est la semaine prochaine. T'imagines? En direct sur la une. Je suis désolée, je vais te paraître un peu intello, mais qu'est-ce que c'est, trahison? Tu connais pas? Sérieux? Elle a éclaté de rire brusquement. On aurait cru l'explosion d'un tube de confetti. Oui, sérieux. Waouh! Allô? Dans quel monde tu vis? T'as pas la télé ou quoi? J'aurais adoré avoir assez de cran pour le lui expliquer. Écoute-moi bien, petite blondasse, ça sonne tellement creux dans ta tête que ce que je vais te dire risque de résonner. Ça produira un écho plus grand que celui d'un alpiniste qui crie « Eh oh !» sur le toit du monde. Et crois-moi, ça t'empêchera de dormir la nuit. Le monde dans lequel je vis, t'y comprendrais rien. Il est parallèle au tien, voire perpendiculaire. On a pourtant bien la télé et elle est branchée H24 sur Nilsat. Nos infos, on les lit aussi en bas de l'écran, mais de droite à gauche. Et tes histoires de trahison, il y en a déjà bien suffisamment dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu dis de ça, espèce de vitrine de sex shop? En tout cas, tu peux être sûr que tes futurs élèves, ils connaissent, hein? Alors, bon, c'est un show télévisé qui dure 16 semaines. Ça se passe dans une maison. Et les candidats sont divisés en deux camps. Les traîtres et les trahis. Dans chaque camp, il y a un leader qui est maître des stratégies. Et toutes les semaines, le public vote pour un camp et son leader. Au bout du compte, 200 000 € à gagner, en plus des cagnottes personnelles. Si je me débrouille bien, je pourrais rembourser l'emprunt de ma mère. Elle est même pas certaine de finir de payer le crédit, la pauvre. Elle a un cancer du sein. Ça craint au max. Je me suis senti con. Je l'ai sans doute jugée un peu trop vite, cette pauvre fille.
C'est qu'à son époque, les femmes retiraient leur soutien-gorge, elles les brûlaient et tout ça. Voilà, quoi. À 50 ans, les seins n'ont pas été maintenus assez et on se retrouve bêtement avec des tumeurs. Quand j'ai vu la mammographie, j'ai halluciné. On dirait une petite balle de ping-pong en plein milieu. Je vais en parler pendant l'émission. Les gens de la prod m'ont dit qu'avec ça, j'aurais un sacré avantage sur les autres candidats. Finalement, non. Mon jugement n'a pas été si expéditif que je le croyais. J'ai pensé à l'expression « vendre père et mère ». Elle n'a pas arrêté de me jacasser dans les oreilles, déjà qu'elle bourdonnait à cause de la pressurisation. Je me suis demandé en la regardant si le silicone résistait à l'altitude. Je n'ai jamais réussi à interrompre quelqu'un qui parle. Les ravages de l'éducation, on ne se refait pas. Dans le temps, ma mère avait une amie, Gisèle, qui faisait de la vente à domicile pour arrondir ses fins de mois. Après la mort de son mari, elle se promenait partout avec des boîtes hermétiques et des poêles à frire. Chaque fois qu'elle rencontrait ma mère dans la rue ou à la supérette, elle lui tenait la jambe pendant des heures. Soit elle se plaignait de sa maigre retraite, soit elle essayait de lui fourguer des casseroles et des tupperwares. Mina, qui est plutôt franche, encourageait ma mère à abréger. « Maman, j'étais morte d'inquiétude. T'étais où ?»« J'ai rencontré Gisèle. »« Il est vide ton caddie. Franchement, c'est grave. Tu es sortie pour faire le marché et tu rentres avec un caddie vide. » Le temps que j'y arrive, tout le monde avait remballé au marché couvert. Et il ne restait que le Chinois qui vend les briquets. Elle abuse, Gisèle. Faut lui dire, maman. La pauvre. Elle vit seule et elle a besoin de parler à quelqu'un. Parler à quelqu'un, d'accord, mais quelqu'un d'autre. Mesquine. Là, elle me fait de la peine. C'est dur pour elle. Faut pas exagérer. Tu l'as écouté pendant des plombes. Tu lui as acheté des millions de casseroles et de boîtes en plastique. Ça déborde du placard de la cuisine. Tu sais pas ce que c'est que de vieillir seule. Toi non plus. Ma mère avait pitié des gens sur des critères très aléatoires. Un jour, elle pouvait dire des Roms. « Regarde-moi ces gens. Ils mendient dans le froid avec leur bébé. C'est une honte. Il y en a même qui se coupent les bras pour de l'argent. Et tu fous. » Et le lendemain... Les Niçois n'ont pas de cœur. Ces pauvres Roms, on les chasse de partout. Si on voulait bien les embaucher quelque part, ils n'auraient pas besoin de faire la manche. À l'image de sa table, ma mère est une femme très généreuse. Elle a toujours dit, les gens qui mangent bien, ils ont du cœur. Pour les traditionnelles vacances de juillet en Algérie, malgré les 30 kilos de bagages autorisés, on se retrouvait toujours en excédent. Chaque année, elle trimballait une tonne de cadeaux. Et à la pesée, elle jouait l'étonnée. 13 kilos d'excédent. C'est pas vrai. Ah, votre balance, elle a un problème. C'est impossible. Quand j'ai pesé mes valises à la maison, ça dépassait pas. Madame, vos valises sont tellement lourdes que vous auriez pu y mettre un cadavre. Dis-moi, mon fils, tu fais des blagues. C'est bien. T'es algérien, toi, non? Non, madame, je suis français. Tu es sûr? Tu n'es pas d'origine berbère. Tu ressembles à un kabyle. C'est pas la première fois qu'on me fait ce coup-là, madame. Ça ne vous évitera pas de payer l'excédent. C'est au guichet, sur votre droite, près du bureau de change. S'il te plaît, mon garçon. Tu vois, ce sont des petits cadeaux pour la famille, des slips, des jupes, des odorants, des... Je ne peux rien faire. L'autre fois, à ta place, c'était une jeune fille marocaine. Elle nous a fait passer les valises sans payer. C'est interdit, normalement. J'obéis aux ordres. J'obéis aux ordres. Avec une mentalité pareille, je suis sûre que les gens de ta famille ont torturé des gens de ma famille.
Je suis professionnel, madame. Je ne fais que mon travail. C'est pas gentil. Faire payer les gens, ce n'est pas un travail. Je suis désolé, madame. Sur votre droite. Droite. Extrême droite, oui. Raciste. De toute façon, quiconque n'allait pas dans son sens était forcément raciste. Mon père lui filait des coups de coude discrets. Tais-toi. Tu te crois chez le marchand de fruits et légumes. Arrête de négocier. On va payer. Tu me fais le même cinéma chaque année. Ma mère avait fini par abandonner et, tandis qu'on se dirigeait vers le guichet pour régler notre excédent, elle a ajouté un « tfou, tfou » à voix basse, comme elle en avait l'habitude. Tfou. Et elle passait tout l'été à distribuer des cadeaux, des vêtements, des flacons de parfum, des paires de chaussures, des jouets pour les enfants, tout ce qu'elle avait pu amasser en faisant les marchés chaque week-end durant des mois. Parfois, alors qu'elle avait déjà tout donné, quelqu'un que nous n'attendions pas nous rendait visite. Affolée, elle se précipitait dans la chambre et piochait dans nos affaires personnelles. Maman, t'as pas vu mon maillot de foot? Oh, cherche bien, il doit être dans la valise bleue. Tu parles bien du maillot de l'équipe qui perd tous ses matchs, hein? Maman, tu sais pas où est passée ma robe mauve? Oh, tu es sûre que tu ne l'as pas laissée à Nice? De toute façon, cette robe, elle te rend grosse. Oui, ma chemise, elle est... Laquelle, Abdelkader? Elles sont toutes rayées. Mon père lui reprochait de partir avec des valises pleines à craquer et de rentrer une main devant, une main derrière. C'était son expression. En atterrissant à Paris, à la porte des arrivées, une équipe de télévision était venue accueillir ma voisine du siège 12C. Il y avait une journaliste, un ingénieur du son et un caméraman. Lorsqu'on lui a tendu le micro, la jeune niçoise ambitieuse a eu l'air à l'aise immédiatement, prenant très au sérieux son rôle de future star de la télé-réalité. Telle une Marilyn Monroe discount, prenant une douche de lumière, elle envoyait des tas de bisous à la caméra, manquant à chaque instant de se griffer le nez avec ses faux ongles en résine industrielle. Elle avait sûrement vu ses idoles faire ça un tas de fois. Autour, quelques voyageurs curieux se sont mis à la dévisager en se demandant « Est-ce qu'elle est connue ?» J'ai même vu un homme tenter de la photographier discrètement. Un peu plus loin, j'ai reconnu mon comité d'accueil personnel. Un jeune Algérien qui s'était vidé un pot de gel fixation forte sur la tête, le cousin Miloud. Prête-moi ta plume. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec la suite des aventures de Mourad et l'humour caustique, inénarrable de Feizagen. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. من وحش الأحباب هاجوا فكاري وفراقهم طال عليا كي نتفكرهم تشعل ناري وين راكم يا ولدي تغربت عليكم وخليت داري ودموعي سايلة قوية جرحات
بيدي وبصاري. يا ربي يا عليم حنا عليا. J'aime toutes les villes un peu plus Paris, لكن ماشي comme l'Algérie. Comme elle est belle ونحبها في الهبال، باين نكون ما ننساها. ألجي ألجي شحال نحبها. Comment voulez-vous أنا ما نحبها؟ Dans son sein كبروا يما وبابا. De son soleil je ne puis me passer. Depuis mon enfance نجري dans ces rues sans me lasser. J'aime toutes les villes un peu plus Paris, لكن ماشي comme l'Algérie. Comme elle est belle ونحبها في الهبال، باين نكون ما ننساها. ألجي ألجي شحال نحبها. Beaucoup de jeunes gens يروحوا et la regrettent. واحد يدوس الآخر خلى والديه d'un coup de tête. كيف يكونوا بعيد يعرفوا القيمة. Où es-tu mon père? وين راكي يا ما. Mon cœur vous appelle, il est meurtri. J'aime toutes les villes un peu plus Paris, لكن ماشي comme l'Algérie. Comme elle est belle ونحبها في الهبال، باين نكون ما ننساها. ألجي ألجي شحال نحبها. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. يا بحر نشوف ليلة وحدة، نقطع البلاد نتعدى، ونشوف كحل النظرة والفيش ويرد الغلاج. كي نرجع ندير وعد
بيكيا درق اللي بعيد عليا مؤتمرة عينيا عذر حالي شوقي هاج لو تدري ما صير بيا تحزن يا زرق الأمواج يحكي دمع بصري قيم على شطي دحران ما يهدن مدفى ناري ما يهدن مدفى ناري زيدني محناوية ما يهدن مدفى ناري زيدني محناوية يا بحر نشوف ليلة وحدة نقطع البلادي نتعدى ونشوف كحل النظرة والفيش ويرد الغناج كي نرجع ندير وعدة وندير في جبينك تاج يا بحر حشمتك بسرك سفاين تجري فوق ظهرك تخلق الله في بطنك من جوهر يلمع وهاج ما نكش ونسج في عنقك من عستج وخيوط ذباج أنا نبقى بحر غرامي ما تطفى نيران أحلامي كل ليلة تلقاه ألمي جاز نسهر طول الداج ونركب في عقود نظامي ركب في عقود نظامي في قميص الهوى نساج ونركب في عقود نظامي في قميص الهوى نساج يا بحر أنا وانت خوا هالكون عواسي في الهوى موجك ودمعتي سوا بنسي العناصر الدعاج الله يرزقنا بالدواء رب الكريم نعمل فراج يا بحر نشوف ليلة وحدة نقطع البلاد نتعدى ونشوف كحل النظرة والفيش ويلك الغناج كي نرجع ندير وعدة وندير في جبينك تاج وندير في جبينك تاج Prête-moi ta plume. يا نويمة نموت عليك نموت عليك عوام وشهور سنيتيني سمحتي في روحك وفديتيني بالمعينك جت فيني حبيتيني شفت النور حسيت الأمان ضموني يديك الأحلام خاني الكلام وخاني لسان انتي فهمتيني يا نويمة نموت عليك نموت عليك يا نويمة نموت عليك نموت عليك بطريق الحق وصيتيني في سر الدنيا فهمتيني كي عطتني دهرها ما خليتيني مساحتي لا تجبيني يما كي نكون عليك بعيد عليا خوفك يكبر ويزيد تحسي بيا إذا كنت مريض وتدعيني يا نويمة نموت عليك نموت
نموت عليك نموت عليك يا الميمة يا الميمة نموت عليك نموت عليك يهنا قلبي غير برضاك وين تكوني وين تكوني يا الميمة يا الميمة نموت عليك